On y va. Welcome. Bienvenue, Feuchte, des maths. Bienvenue à notre débat regard croisé entre deux femmes présidentes d'université. La présidente Virginie Dupont de l'Université de Bretagne Sud et la présidente Kirsten May de l'Université de Limerick. Ce débat qui se déroulera en français et en anglais est une initiative de l'ambassade de France en Irlande et je voudrais donc remercier très chaleureusement la conseillère culturelle, Madame Mariam Diallo, et sa formidable équipe à l'ambassade de France pour leur soutien. Et en tant qu'admiratrice, collaboratrice et amie du secteur universitaire en Bretagne, et ça de longue date, je suis vraiment très heureuse d'avoir été invitée à présider ce débat. Alors, j'ai maintenant l'immense privilège d'accueillir l'ambassadeur de France en Irlande, son Excellence, Monsieur Vincent Guérand, qui va prononcer le discours d'ouverture. Bien, merci Grace Neville. Chers amis, Madame Kirsten May, dear Mrs. May, sehr verehrte Frau May, donc la présidente de l'Université de Limerick, Madame Virginie Dupont, la présidente de l'Université de Bretagne Sud, chers Mesdames et Messieurs, donc je suis très heureux en tant qu'ambassadeur de France en Irlande d'ouvrir cet échange, ce débat intitulé « Regards croisés de deux présidents d'université ». Et il me semble, avec Mariam Diallo et le reste de l'ambassade, que cet échange qui a lieu aujourd'hui prend un relief particulier alors que nos pays et l'Europe et le monde entier sont confrontés à la pandémie de Covid-19 et que cette pandémie affecte tout particulièrement nos universités, nos étudiants, limite la mobilité et limite également les échanges tels que nous avons pu les développer durant les dernières décennies. Et donc cet échange entre deux présidentes d'université prend un relief tout particulier aujourd'hui. Ce débat, il est important car les échanges qui ont pu être développés, notamment dans le cadre européen ces dernières années, renforcer les liens indispensables pour construire une politique européenne de la connaissance, politique européenne qui était appelée de leurs vœux par nos gouvernements, mais également, je pense, par nos populations et nos jeunesses, mais des développements qui sont aussi appuyés sur l'engagement des jeunes générations vers une citoyenneté européenne. Donc, nous avions d'un côté non seulement une politique de la connaissance, mais également une aspiration à une citoyenneté européenne qui était largement portée et vécue par les étudiants à travers l'Europe et certainement entre la France et l'Irlande. Et juste pour donner quelques chiffres, nous avions en 2018-2019 2633 mobilités de la France vers l'Irlande, dont 428 depuis la Bretagne. Et nous avions également plus de 700 mobilités, 739 pour être précis, entre l'Irlande et la France. Et c'est dire combien ces liens entre nos communautés étudiantes étaient forts. Deuxièmement, je pense qu'il est intéressant de replacer aussi ce débat dans le contexte très riche des partenariats déjà engagés entre les universités des deux pays. Je me permets de citer juste quelques exemples. Il y a le réseau dit Charm-EU qui réunit les universités de Trinity College à Dublin et l'université de Montpellier en France. Il y a également le réseau Enlight qui réunit les universités de Galway et de Bordeaux et l'université également européenne de technologie qui réunit l'université de technologie de Dublin et celle de Troyes en France. De nombreuses coopérations existent également entre les universités irlandaises et la Bretagne, avec notamment des accords cadres entre l'université de Rennes 1 et l'université de Galway d'une part, mais également entre l'INSERM et le Marine Institute en Irlande d'autre part, ainsi que 18 programmes ubercuriens Ulysse depuis 2008, dont un d'entre eux a donné lieu à une co-tutelle de thèse qui a été soutenue par l'ambassade. Je salue également les 4 présidents des universités de Bretagne qui sont présents
et je les remercie, ainsi que le président de la région de Bretagne qui va nous rejoindre, de participer à ce débat. Je pense qu'il est également intéressant de mettre ce débat dans le contexte que nous connaissons de transition numérique dans nos sociétés, de transition écologique qui, encore une fois, est fortement encouragée au niveau européen et dans chacun de nos pays, mais également d'objectifs d'inclusion, autant d'enjeux qui sont importants à un moment également où la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, va avoir probablement des conséquences importantes sur les coopérations universitaires, puisqu'avec la sortie du Royaume-Uni, c'est aussi un pays particulièrement important dans le domaine de l'enseignement supérieur qui va quitter tout ou partie des réseaux de coopération que j'ai mentionnés précédemment. Je conclurai juste ces propos introductifs en disant et en rappelant que l'ambassade de France en Irlande met déjà beaucoup en œuvre pour favoriser les échanges et les échanges institutionnels entre les acteurs français et irlandais de l'enseignement supérieur, et que j'aurai certainement à cœur, avec mon équipe, de renforcer encore davantage ces coopérations qui sont structurantes, qui sont naturellement porteuses pour l'avenir et qui, je pense, doivent constituer une des priorités de l'action de la France en Irlande dans un but naturellement mutuellement bénéfique. Je m'arrête là pour vous souhaiter un très bon débat que je suivrai avec beaucoup d'attention, et je remercie encore une fois tous les participants de ce débat, et j'écouterai avec beaucoup d'attention ce qui sera dit par nos deux présidentes en particulier. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour ces paroles si bienvenues et si riches. Alors, notre discussion cet après-midi va durer 50 minutes à peu près, et elle sera suivie d'une session de 15 minutes à peu près, où vous allez pouvoir poser vos questions directement aux deux présidentes. Et je vous rappelle que vous avez, comme l'a expliqué Tony, le bouton chat en bas de votre écran. Et pour terminer, donc, nous aurons le privilège d'accueillir le président de la région Bretagne, M. Loïc Chenet-Girard, qui va prononcer le discours de fermeture. Donc, je me tourne maintenant vers nos deux intervenantes. Madame la présidente Virginie Dupont. Bonjour Grace. Bonjour Virginie. Très heureuse de vous revoir. Moi aussi. Alors, vous êtes la toute première femme présidente d'une université bretonne. Vous avez été élue par votre communauté universitaire le 30 juin dernier pour un mandat de 4 ans. Et je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat de chimie physique et que vous êtes spécifiquement professeur en chimie organique. Avant d'être élue présidente, vous étiez auparavant doyenne de la faculté des sciences et première vice-présidente de votre université. Et je me tourne maintenant vers la présidente Kirsten May, President Kirsten May, President of the University of Limerick. You're the first ever woman president in the 428-year history of universities in Ireland, so there's no pressure there. And you studied in the Humboldt University in Berlin, and your area of expertise is art history and aesthetics. You held positions in various universities, including Warwick and Westminster, before moving to the University of Limerick, where you were Professor of Visual Culture and Vice President for Academic Affairs and Student Engagement, before becoming President last summer, like Virginie. Nous avons donc à peu près, comme j'ai dit, 50 minutes pour passer en revue tout un riche menu de sujets, y compris la pandémie et son impact sur l'enseignement supérieur, la vision française et la vision irlandaise de l'enseignement supérieur, l'éternelle question de la sous-représentation des femmes dans les rangs supérieurs de l'enseignement supérieur, le Brexit, comme l'a rappelé Monsieur l'ambassadeur, le Brexit et son impact éventuel sur le monde de l'enseignement supérieur. Et pour terminer, votre vision pour votre université, surtout dans le contexte de la coopération franco-irlandaise.
Donc, je vous pose la première question, Virginie. Pour lancer ce débat, je vais aborder la question des conséquences de la crise sanitaire sur le moyen terme, en long terme, sur le monde de l'enseignement supérieur. Donc, au-delà du dispositif que vous avez mis en place pour confronter les problèmes actuels, comment voyez-vous, comme j'ai dit, en moyen terme, en long terme, l'impact de cette crise sur le monde de l'enseignement supérieur? Et je vais ensuite passer à Kirstine pour lui poser la même question. Alors effectivement, merci Grace pour que je puisse démarrer. Donc, à moyen terme, enfin déjà ce qu'on peut voir, hein, moi je pense que ce qui est le plus important, le plus impactant avec cette crise sanitaire, c'est que ce que l'on observe parmi nos étudiants d'abord, hein, c'est qu'aujourd'hui, bien toutes les inégalités que l'on pouvait déjà connaître, elles sont très largement amplifiées aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Et on peut noter hein, effectivement voilà, une plus grande précarité des étudiants, des difficultés effectivement à suivre tout ce qui concerne donc les formations à distance. Hein. C'est vraiment, je crois, extrêmement difficile, même si depuis le premier confinement, on s'est bien amélioré. C'est aussi difficile hein, pour nos enseignants parce que parler devant son écran uniquement au lieu d'avoir les étudiants face à soi, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je pense que voilà, il faut qu'on soit extrêmement attentif à nos étudiants pour continuer à leur proposer et à leur donner des diplômes à la hauteur de ce qu'ils attendent, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on donne une grande importance à nos diplômes et qu'il faut qu'elle ait la même valeur que si on les avait en permanence aujourd'hui en présentiel. Il faut qu'on leur garantisse cette qualité. Ça me semble extrêmement important. Il me semble aussi extrêmement important que l'on puisse effectivement notamment avoir un suivi extrêmement particulier, proche, pour leur éviter l'isolement, le décrochage et donc préserver aussi hein, leur santé, parce qu'on sait que les étudiants sont particulièrement touchés donc par ces conditions difficiles et plus que des jeunes actifs. Donc pour autant, hein, je pense que cette pandémie elle aura eu quand même un atout, si on peut dire, c'est qu'elle nous aura fait passer plus vite donc, le bond du numérique, que peut-être on aurait mis beaucoup plus de temps à faire si cette situation ne nous était pas arrivée. Donc, elle va certainement nous accompagner en fait hein, pour l'avenir, pour nos formations, peut-être pour développer davantage de formation continue, de formation à distance, ou permettre à des étudiants empêchés d'avoir accès à l'enseignement supérieur, ce qui aurait peut-être été plus difficile auparavant. Mais pour autant, enfin voilà, le présentiel, c'est quand même la règle et c'est ce que l'on souhaite le plus, hein, aussi bien les étudiants, les enseignants. Je pense que ce que l'on souhaite, c'est quelque part retrouver quand même notre vie d'avant, avec donc des étudiants que l'on voit au quotidien, que l'on peut suivre au quotidien et avec qui on a un lien social fort. L'autre jour, dans Le Monde, vous avez sûrement vu la tribune qui a été publiée il y a quelques jours, signée par un nombre important de présidents, de psychiatres, d'administrateurs, etc., où ils évoquent la souffrance psychologique des étudiants. Est-ce qu'au-delà de ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a cette souffrance cachée, je ne sais pas si je peux dire cachée, mais est-ce que vous sentez cela Oui. Parmi les étudiants, voilà vos étudiants à vous, et ensuite je vais poser la même question à Kirstine. Donc j'ai été frappée par le choix de ce mot presque violent, souffrance. Je pense qu'effectivement, bien on a déjà eu mettons si je prends les bacheliers, ceux qui ont eu leur baccalauréat cette année, ils ont déjà eu une partie leur bac à distance, sans avoir passé les examens. L'arrivée dans l'enseignement supérieur, c'est déjà un nouveau saut dans une nouvelle vie, et elle n'est pas toujours facile. Et le fait
de ne pas avoir ce lien social, enfin tout ce qui permet d'entretenir le lien social, la convivialité, qui va les aider à devenir de jeunes adultes, qui va les aider à se construire. Je pense que c'est vraiment un manque extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est pas toujours facile pour eux de rentrer dans un grand groupe comme on peut le voir à l'université et de se faire de nouveaux liens. Et aujourd'hui, quand on se retrouve à distance les uns les autres, ben, on peut plus se parler, en tout cas plus de la même manière. Et donc, forcément, je pense qu'ils s'isolent plus, ils vont avoir plus tendance à se décrocher et au niveau de leur santé, eh bien, c'est plus difficile en plus à repérer parce que certains vont, en se refermant, vont encore plus s'isoler et on va avoir encore plus de mal en fait à les identifier. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi qu'entre eux, ils continuent à maintenir du lien, de la discussion, et puis que nos services de santé, nos services sociaux soient présents et ouverts pour les accueillir et les aider. Merci beaucoup. Kirsten, I'd like to ask you the same question. In general terms, how you see the medium and long-term consequences of the COVID crisis, and in particular, the impact on students, and I suppose in a sense the almost invisible impact on students in terms of social isolation and so on. How do you see this panning out, if I can use that expression, over the next while? Thank you very much, Grace. And first of all, Your Excellency, Ambassador to France to Ireland, Madame le Président, it's a great pleasure to participate in this debate. Looking at the medium and long-term effects of the COVID-19 pandemic, in particular with regard to our students, first of all, I agree with the points that President Dupont made previously. It has highlighted that learning is a social experience, and the social aspects of that experience will be important to be maintained going forward in our education. That doesn't mean that we continue with the same education model necessarily. I think what we have learned from COVID-19 is to look at our pedagogy, to look at the merits of 45 minutes and 90 minutes lectures, and perhaps accelerate a shift towards problem-based learning, challenge-based inquiry that engages the students actively in the learning experience, that highlights the social space, the real space as a space in which to collaborate with each other and with the lecturers on the solving of problems, on the application and deepening of knowledge, and the acquisition of competencies. I think it has also highlighted that expertise is mobile. And what we have learned during the pandemic is that it has been possible to bring in external experts into the classroom in the virtual space. It doesn't have to involve traveling long distances. And I think that is something that we can build on positively going forward to create a greater culture of collaboration and sharing across institution to complement our expertise, to learn from each other. And I think there's a huge scope for relationship development. I think it has also forced us to look at the mobility of talent, both students and staff. And I'm referring here to the Erasmus program, which is a fantastic feature, but how can we develop that in a way that is in line with the challenges that our planet faces with climate change and so on. So I think the COVID-19 is serving as a disruptor, as a catalyst of change in many ways. If we look at the issues that students facing, and President Dupont referred to particularly our first years who had an experience of learning in school that moved into the virtual space. And many of them have not set foot on campus, but have, at least in Ireland, started their first year of learning in the digital space. So they had to cope with moving from a very structured learning experience in school to a less structured learning experience in university. And what we have to understand is that the scaffolding of learning
learning, giving structure to learning through simultaneous events rather for synchronous events rather than only asynchronous events is really important. It's also, I think, has highlighted the digital divide, both in terms of the access to suitable digital devices, and we are very grateful to the Irish government who has made support available for students from socially disadvantaged backgrounds to loan laptops and so on to participate fully in the hybrid and online learning experience. But it has also highlighted the challenges for students and staff with regard to the availability of quality broadband in parts of the country. And the mental health of our students has been challenged because of the lack of the social dimension of their learning experience. And I'm not just talking about the formal learning experience, I talk about co-curricular and extracurricular activities in clubs and societies, on the sports fields and so on, that is absent. I think we've been working very hard to support students as best as we can virtually through working with our student unions, but also in terms of enhancing the mental support services for our students and opening up our sports facilities as quickly as we can within the public health guidelines in order to support their meeting with their peers, the exchange. And it is interesting, I think we may not have anticipated it as much as we have been talking about the digital natives, young people who are very versed in working in social networks with social media. But I think it goes to show how important the face-to-face exchange and contact is, the human relationship building in the real space. And we need to take that on board when we rethink our education model going forward. Well, it's very interesting that both of you see positives in the whole COVID experience in terms of accelerating the digital agenda, tout ce qui est numérique, new ways of teaching and learning, new pedagogical models, and so on. But I wanted to ask a question, particularly on what the French call les universités de proximité, and the impact on universities, of the fact that, for example, si je peux jouer l'avocat du diable pour un moment, pour un instant, je peux retourner chez mes parents, je peux suivre des cours en ligne, je peux passer des examens en ligne. And in the Irish context, if I go back and live back home with my parents, I might save anything up to €1,000 a month in terms of accommodation. I might be able to follow courses in European universities where there are no fees. Donc, pour vous, Virginie, je me pose la question, est-ce que cette pandémie, cette crise sanitaire, est-ce que cela met une nouvelle pression sur les universités de proximité, étant donné qu'on est tous plus ou moins en ligne en ce moment? Non, je n'ai pas forcément l'impression que ça met plus de pression sur les universités de proximité. Ce qu'on va dire, c'est qu'effectivement, nous, en tant qu'université de proximité, où effectivement l'essentiel, enfin une grosse partie de nos étudiants viennent du bassin local, c'est-à-dire du département ou des départements limitrophes. Effectivement, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, où dans le cadre des formations, on a l'autorisation de faire des travaux pratiques, c'est vrai que de ce fait-là, pour la grande majorité des étudiants, ça leur permet de venir sur des temps définis pour faire des travaux pratiques ou avoir des contrôles continus et des examens. Alors que peut-être effectivement, peut-être dans des grandes universités, on va dire peut-être plus prestigieuses qui attirent des étudiants, on va dire peut-être plus largement de la France entière, notamment sur un certain nombre de diplômes, même si nous, on attire sur la France entière, plutôt sur les masters, mais moins sur la licence. Mais on a la possibilité, effectivement, d'avoir nos étudiants qui vont pouvoir venir plus facilement sur place. Et ça fait aussi que peut-être que ça limite un peu leur isolement, parce que, comme vous le disiez, eh bien, ils peuvent aussi rester dans leur famille. Ça peut peut-être limiter un certain nombre de questions de logement. Mais pour autant, on a un certain nombre d'étudiants étrangers, et pour eux, ça peut être extrêmement difficile aujourd'hui, ainsi que des étudiants ultramarins,
hein, et qu'ils soient dans une université de proximité ou qu'ils soient dans une plus grande université. Je pense que ces étudiants-là, pour eux, la vie doit être assez difficile et ils doivent se sentir seuls, sachant qu'ils passent leur journée devant leurs écrans. Say, in the Irish context, Kirsten, do you think that changes much in the sense that students can, if they want to now, more or less be 100% online? Obviously, it changes the relationship, it changes what it means to be a student, but in very pragmatic terms, if I can take all of my studies from home, I can go to a university, I can sign on at a university at the other end of the continent, and particularly in the Irish context with expensive student accommodation and quite high fees. Do you have some thoughts on that? Is that an issue for you? Thank you. Of course, I think we have to be aware that higher education is increasingly marketized and globalized. And the COVID-19 pandemic has shown that geographic boundaries may not be applicable, as you already pointed out, Grace, with regard to that. On the other hand, like the university in South Brittany, we have traditionally recruited students from the cities, the regions around Limerick, and have played a very important part in providing higher education and in transforming the region by engaging with our communities. And I think that will remain a vital factor of the university as well, and students may want to study close to their families. And I think in Ireland there's a tendency that you study at your regional university, perhaps more than seeking to go as far as possible away from the parental home when you enter student life. But I can also see that it puts pressure on the university in terms of having highly relevant academic degrees, high quality education available to remain competitive in a sector that is increasingly seeing diversification in terms of the different players in the sector, private universities, academies opened up by multinational companies, etc., etc. So we have to think what it's best, how best we can offer our education, how can we tie in with the communities we serve, how can we bring the place in which the university is situated to life through our education, to provide vital knowledge and skills to our students that has relevance for them, for their professional as well as their personal lives. Merci beaucoup. Thank you very much. Virginie, j'ai une autre question pour vous. Dans les discours, dans les rapports de vos politiciens, de vos hauts fonctionnaires, je suis toujours frappée de voir, au-delà de tout clivage politique, je suis toujours frappée de voir qu'il est toujours question de la démocratisation de l'enseignement supérieur, de valeurs républicaines, de valeurs citoyennes et du fameux ascenseur social. Sincèrement, ce sont des termes-là que j'aurais du mal, moi, personnellement, à traduire en anglais. Ce n'est pas un vocabulaire qu'on entend très souvent. Alors, je voulais avoir votre avis sur la question, à savoir s'il existe une vision spécifiquement française de l'enseignement supérieur. Alors, après, je vais vous donner ma vision, hein, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais pour moi, donc, ma vision de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur, on va dire, public à l'université, c'est bien la possibilité, en fait, à chaque étudiant, à chaque bachelier, de pouvoir venir à l'université, hein, et que ce soit facile. Le fait, effectivement, qu'il y ait aussi des universités pas très loin de chez soi, eh bien, c'est un atout parce que, effectivement, hein, pour des milieux sociaux pas très favorisés, eh bien, effectivement, c'est un réel atout de pouvoir trouver un établissement universitaire pas loin de chez soi. La partie en France, hein, effectivement, les droits universitaires sont extrêmement modiques, hein, puisque les étudiants payent 170 € par mois. Oh là là, mon Dieu, par an. 170 € par an, et puis voilà, il n'y a pas de sélection à l'entrée. Ça veut dire que si on a son bac, on s'inscrit sur la plateforme correspondante, hein, pour choisir, en fait, son établissement d'enseignement supérieur ou ses différents choix. Et à l'université, en licence, en première année,
voilà, tous les étudiants ont la possibilité d'avoir accès à une formation à l'université, donc quasiment de manière gratuite, et donc avec un large choix, un large panel, et qu'il y a beaucoup d'universités sur le territoire. Eh bien, voilà, je pense que tous les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité effectivement d'avoir accès à l'université, et que ça constitue vraiment une réelle ouverture et une réelle offre donc de formation pour tout lycéen, enfin tout bachelier en fait qui souhaite poursuivre ses études. Oui, c'est une vision très, très ouverte, très, très généreuse et que je trouve toujours très séduisante. Et Kirsten, if I could just ask you, following on from that, I'm very conscious of the fact that you're speaking to us from Limerick, from Donogh O'Malley's city. Donogh O'Malley, for our French audience, was the Irish Minister for Education in the late 1960s. And I always see him as Ireland's Jules Ferry in some way. He was the person who opened up universities for the general population, starting with people of my generation. And for example, I like quoting the Dublin poet Paula Meehan, for example, who was born in 1955. And she once said, "We are all Donogh O'Malley's children." But in Ireland, beyond the confines, you know, the sometimes rarefied confines of the higher education sector, do you sense that higher education is a real priority in this country, in a way in which, you know, I sense that it is from what Virginie has said and from what other commentators in France whom I know would also have said? What I sense is that higher education is taking a priority place. That is, I think, obvious with the establishment of the new Department of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science by the current government, which focuses on tertiary education. And tertiary education is absolutely vital for Ireland to develop as a knowledge society, to keep pace with the scientific and technological progress, but not that alone, to inform the shaping of a society that is fairer and more prosperous. And for that, you need to have highly educated, and as President Dupont said, active citizens who take not only part but shape the society going forward. And education is absolutely vital. And I see that discourse strengthening with a new minister. And I'm very optimistic that we will move further forward developing tertiary education. Okay, you mentioned you know, fairness of opportunity, equal access, and so on, and in France, l'égalité des chances. And I very much want to hear your views. I know other people do too. Very much want to hear your views on the whole question of women in senior leadership in higher education. And we all know the statistics, so there isn't any point really going back over them. But if you look very briefly at the Times Higher recent rankings, and in the top 200 universities that they have identified as being the top 200 universities, and we all know, we all have queries and so on about rankings, but anyhow, the top 200, fewer than 20% of those universities have women presidents. Et donc, Virginie, je vous pose la question, qu'est-ce qui explique cela, la sous-représentation ou la quasi-absence parfois de femmes dirigeantes dans le secteur de l'enseignement supérieur? Alors, je crois qu'en France, hein, comme en Irlande, hein, la grande difficulté, c'est de briser ce plafond de verre et de faire en sorte hein, que les femmes se sentent voilà, aussi légitimes et qu'elles aient la même confiance que les hommes à postuler en fait à ce type de fonction. Effectivement, moi, si je reprends un petit peu mon parcours, donc j'ai été pendant un certain nombre d'années directrice d'études dans des formations de sciences de la vie et de la terre, où je me suis beaucoup occupée d'étudiants. Hein, j'ai eu grand plaisir, j'ai vraiment adoré ça. Et puis un jour, 2 collègues sont venus me dire, écoute, on a pensé à toi, ce serait bien si tu postulais et si tu étais candidate pour devenir doyen de la faculté des sciences. Oula, j'ai dit, oula, mais vous êtes sûre, mais est-ce que je vais savoir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir
Et puis bon, après réflexion, je me suis dit que s'ils avaient pensé à moi, c'est que je devais peut-être pouvoir y arriver. Ils m'avaient bien vendu en plus les choses en me disant qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce qui fait que, eh bien, écoutez, j'ai effectivement candidaté. J'ai tout d'abord été adjoint puisque je travaillais avec une autre collègue qui avait été, elle, à la direction. Et puis, quand elle est partie sur une autre fonction, donc je suis devenue directrice de cette faculté pendant donc 6 ans. Et ensuite, donc c'est Jean Peters, président, qui m'a proposé de devenir donc un vice-présidente auprès de lui. Et on va dire souvent les vice-présidents du conseil d'administration ou premier vice-président, on va dire. Là, j'ai quelques collègues qui disaient, ben voilà, un peu la fonction de Premier ministre. Alors, effectivement, en France, on va s'apercevoir qu'il y a toujours bien plus de présidents d'universités qui sont des hommes. Je crois qu'en 2020, pour 68 universités, il y avait 10 femmes. Mais par contre, des premières vice-présidentes, eh bien, il y en a plus. Donc, des premiers ministres, il y en a un peu plus. Et il y en avait à peu près 45%. Donc, quand un homme est président, il y a dans 45% d'universités, une femme était première vice-présidente ou vice-présidente du conseil d'administration. Alors après, juste aussi pour continuer, je pense que c'est dans ce sens-là, effectivement, moi j'avais pas mal de collègues autour de moi, de présidents ou d'autres vice-présidents qui me disaient « mais tu devrais y aller, tu devrais y aller ». Et ben voilà, c'était pas quelque chose de facile à décider, à prendre. Et là encore, cette réelle question, mais vais-je y arriver? Vais-je savoir? Et là, j'ai eu la chance, en fait, en France, parce que je suis adhérente à l'Association française pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation depuis plusieurs années. Et j'ai eu l'occasion, par cette association, l'occasion de suivre des formations pour les femmes, des séminaires aussi pour les femmes, et notamment une formation dans laquelle j'avais tout d'abord accès à tout un panel de formation des managers de L'Oréal, donc pour les femmes, managers de L'Oréal, et puis ensuite un regroupement. Donc sur 2-3 jours, on était une quinzaine de femmes où on a été particulièrement accompagnées pour essayer justement en fait de passer un peu au-dessus de ce sentiment d'illégitimité, d'absence de confiance, pour essayer de dire mais voilà, tu as autant de mérite que les autres et tu peux y arriver, et voilà, il faut y croire, il faut y aller. C'est très intéressant de voir l'impact donc de cette association. J'allais vous poser des questions dessus, mais vous avez vous avez déjà répondu à ces questions, donc ce genre d'intervention. Kirsten, in Ireland, as I said, you're the first woman president of an Irish university in over 400 years. What does that feel like, and why do you think it's taken over 400 years until you came to Limerick for that to change? Well, first of all, it's an enormous privilege to be at the helm of a university. And it's also a significant responsibility, because I do very much feel that I have to serve as a role model for other women to follow, to take up the leading positions in universities in Ireland. There are also expectations from the campus community that as a woman in the lead position, that you do things differently. And in general, I would argue that if universities want to attract and educate active citizens, support inclusive education, then that has to be mirrored in leadership that is diverse and inclusive. Otherwise, I think the values are ajar. The values represented by the structures are ajar with the values the education aspires to. And I can very much sympathize with what President Dupont said about the support for women attaining leadership position early on. But I would say that for all leadership, that it doesn't just come into being. It is something that is developed as an active learning process that needs nurturing and support through mentorship, and particularly where structures, processes, and procedures may not fully be to the advantage for women. That's why I think we very much have the gender inequality, because of the socialization of women. And
universities are symptomatic of a wider societal issues. It's not an isolated problem that higher education faces. It was very interesting for Virginie, what Virginie said about the impact of the Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. And again, I'm sure it's something that in Ireland we could look at. But Kirstine, I have a question for you specifically. A few days ago on the 21st of November, and in the Financial Times, there was an article with the following headline: Germany agrees to mandatory quota for female executives. So it was a story about women in senior management of listed companies in Germany. The Minister for Families and Women explained that attempts to encourage firms to hire more female executives on a voluntary basis has failed. So now it's going to become mandatory. So I was going to ask you, and I was going to ask Virginie, about des interventions plus musclées. Where do you stand on the whole question of quotas? I think quotas are one way to support the diversification of leadership, whether it is within the governance of universities or in research. In Ireland, we have the Senior Academic Leadership Initiative that looks to recruit women in lead position and women and minorities into lead position in areas of research where these are underrepresented. I think it is a necessary step towards achieving greater equality within the system. And I don't think that it should be mixed up with saying that people who lack the ability or the talent are being recruited to fulfill a quota. I think the quota helps to support the talent to achieve the lead positions that as much as possible. So I think that it's a means that counteracts structural disadvantaging of women at this point in time, and it may be only a temporary measure going forward. I know, so you see it as something positive, temporary, to help rectify a situation. Virginie, quelles seraient vos opinions, vos avis sur cette question épineuse des quotas? I think you're muted. Voilà. Pardon. Alors, effectivement, les quotas, en France, ce qui s'est passé, ce qui a fait bouger déjà un certain nombre de choses, c'est que notamment dans les instances des universités, si je reparle des universités, il a été obligatoire dans les listes électorales d'avoir une alternance femmes-hommes. Et de ce fait-là, eh bien, on était auparavant, donc notamment sur le conseil d'administration, on avait auparavant 30% de femmes dans les conseils d'administration, et aujourd'hui, eh bien, on est presque à 50%. Donc, effectivement, d'avoir obligé quelque part à introduire des femmes, eh bien, oui, déjà, on est allé les chercher, alors parfois parce que c'était des femmes, mais du coup, pas toujours non plus, et puis aussi par la qualité, leurs compétences, et je pense que de plus en plus, et c'est aussi grâce à ça que l'on pourra montrer que les femmes, elles ont toute leur place dans l'ensemble de ces instances de l'université. Donc, les quotas, il en faut pour impulser. Et après, une fois que ça sera vraiment impulsé, chacun finira par reconnaître les qualités et les compétences de chacun et on n'en aura plus besoin. Oui. Et là, comme follow-up question, comme on dit, à votre avis, est-ce qu'il y a un style de leadership propre aux femmes et un autre style propre aux hommes? Enfin, je caricature un peu, mais il y a des gens, pour jouer l'avocat du diable un petit instant, il y a des gens qui diraient finalement... pourquoi est-ce que ça compte que ce soit un homme, une femme, une fois qu'une université ait un dirigeant ou une dirigeante, voilà, un peu visionnaire, etc. Pourquoi est-ce que ça compte? Alors pour moi, pourquoi ça compte? Parce qu'en fait, alors peut-être, mais ça vient toujours de cette espèce de plafond de verre à briser, parce qu'on a l'impression que parfois il faut montrer toujours plus en fait ou mieux. Et en tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, j'envisage pas du tout en fait de
manager en fait les équipes toute seule, c'est-à-dire voilà, je prends une décision, je décide toute seule, mais j'ai l'impression, enfin peut-être que Kerstin dira différemment, mais je pense pas que le management d'une femme est très collaboratif, très coopératif, et que peut-être aussi que c'est tous ces éléments en fait qui nous retiennent un peu, qui fait que dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, eh bien on associe beaucoup en fait les personnes autour de nous pour prendre les décisions, et que ça donne un management qui peut-être est un peu moins descendant. Mais voilà, c'est ma vision, mais voilà. C'est une vision vécue. Voilà. Tout à fait. Kerstin, again, if you could unmute, and I'll ask you the same question. Does it matter in a sense, okay, beyond justice and so on, but is there a female style of management, a male style of management? Would you notice that, or could you describe that, name it? I wouldn't necessarily go to this kind of essentialist. No, that's what I was saying. I'm caricaturing it. Yes, no, I understand. But what I would say is that the diversity of life experience, of a horizon, a knowledge horizon, and competencies inform leadership. And I'm with Virginie here that. Leadership is always a team effort. It's not a single person show, and it is how you bring to fruition the strengths that exists within your team, and build on that. So I'm very much for an inclusive leadership, a leadership that is dialogic, that values difference. For instance, the first thing I did when I joined the university, I replaced my rectangular meeting table with a round meeting table, so that we sit at the same eye level around a table and have the dialogic engagement, rather than always pointing to the hierarchy, and as a leader you sit at the top and you dictate. And I think so it's as much symbolic as it is enacted in your day-to-day way of relating to people, to seek dialogue with the whole of the campus community, and to shape the values of the leadership team in conversation and in interaction with the other people around the table, and that you really take the strengths from the capabilities and the insights that other people bring to the table. Thank you. So moving away from that huge issue, I'd like to come to another enormous issue that is preoccupying us, has been preoccupying us for a number of years now, which is Brexit, and wondering about how you see the impact of Brexit on higher education. Par exemple, Virginie, à votre avis, est-ce que ce Brexit va modifier les équilibres entre les universités? Je pense qu'avec le Brexit aujourd'hui, effectivement, les collaborations avec les pays anglo-saxons vont forcément être modifiées, et l'Irlande va être particulièrement sollicitée pour donc avoir des relations avec les autres pays européens. Et je pense que c'est une chance si on arrive effectivement, et on le fait déjà beaucoup, mais si on arrive encore à enrichir nos collaborations avec les différentes universités irlandaises, et particulièrement la Bretagne, qui partage donc déjà un certain nombre de valeurs identiques. Donc je pense que le Brexit va certainement modifier les choses, et je pense que par contre la Bretagne avec l'Irlande a en tout cas à se saisir de nouvelles opportunités, et je pense que ça sera extrêmement important effectivement de le faire, et c'est ce qu'on est déjà en train de faire aujourd'hui. Bien sûr, oui. And Kerstin, I'll ask you the same question. Do you see anything positive coming out of Brexit for the whole university sector, say in terms of international collaboration, and as Virginie does? I think Brexit is the second big disruptor that we're encountering in 2020 going forward into 2021. And yes, I think that will create a different dynamics between universities in Europe.
it creates significant opportunities for Irish universities. Very much looking forward to collaborate more closely with the University of South Brittany and other universities in Brittany. But I think overall, the universities play such an important part in the European Union in terms of fostering active citizenship, cultural understanding, and it's important that we nurture that and that we see that disruption as an opportunity to collaborate in our education through joint education programs, in our research, to complement our expertise, to jointly use expensive research infrastructure, and that will be beneficial to our two countries, but it will also be beneficial for Europe and as a knowledge society. And I mean, for Ireland, the challenge is geographical because it is in the far west, and now with the countries that is leaving the European Union, we have to make, I think, an extra effort to continue our close connections with France and other countries in Europe in the development of knowledge and so on. So there, I see significant opportunities, and I very much look forward to exploring and exploiting them. Okay. And Virginie, pour terminer, voilà, j'aimerais quand même, avant de terminer, vous inviter à partager avec nous, votre vision pour la coopération universitaire européenne, surtout dans le contexte, vous l'avez déjà évoqué, dans le contexte de la coopération franco-irlandaise. Par exemple, quel rôle voyez-vous pour les entreprises, pour les territoires, pour les partenariats publics-privés dans ce contexte qui est en train de changer? Je pense qu'effectivement, au-delà des, on va dire des coopérations classiques, je pense qu'aujourd'hui, on doit effectivement envisager de nouvelles coopérations. Et effectivement, peut-être, donc on est dans les je vais parler des universités bretonnes, puisqu'on est là effectivement entre nous. On est tous les quatre, toutes les quatre les universités très implantées sur notre territoire. On a des liens privilégiés avec donc les entreprises, le monde socio-économique de notre territoire. Et je pense que dans le cadre de nos coopérations, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement extrêmement travailler, valoriser, par notamment des étudiants, des mobilités d'étudiants aussi qui pourraient venir en fait au sein des entreprises françaises, et à l'inverse des étudiants français qui iraient en Irlande. On a aussi la possibilité peut-être d'établir dans le cadre de cette coopération, grâce aux universités, des coopérations d'entreprises françaises avec donc par l'intermédiaire des universités, d'entreprises françaises avec l'Irlande, avec l'université, mais avec d'autres entreprises irlandaises. Je pense que on est aujourd'hui effectivement donc les universités sont des acteurs hyper importants du territoire. Elles ont tout un milieu socio-économique très riche autour d'elles qui, pour une partie, souhaitent aussi développer leurs relations internationales. Et je pense que l'Irlande et un pays comme l'Irlande peut être extrêmement attractif. Et donc, je pense qu'on aurait de belles choses et de belles opportunités à se saisir ensemble. Merci. Et Kirstine, I'll ask you the same question. Say, beyond Brexit, what's your vision for Limerick going forward, especially in the context of collaboration across the higher education sphere, as Virginie has outlined, particularly in the Franco-Irish context for starters? I think there are huge opportunities building on our existing networks and collaborations, but also on shared expertise, whether it's in the arts, humanities and social science, or in science and engineering, or in law and business and in education, to explore models of education going forward. I think that will be the big topic. What does education look like in the 21st century? And we can learn from best practice. We can learn from our
intense collaborations with industry and from engaged learning and research, i.e. how we interact with our communities. And I think there are rich opportunities to exchange, both at student and staff level, to learn from each other in order to develop our own institutions, but also to collaborate with our industries, from multinational corporations to small and medium and micro enterprises, to share knowledge and to strengthen our innovation ecologies in the region, and by connecting the regions through the universities, enrich both parts and strengthen each other. I think it can be hugely beneficial. It's fascinating to see how complementary your visions are for your universities and for the sector in general. Donc, avant de passer aux questions posées par notre public, j'ai quand même une dernière question pour nos deux présidentes. So, if your respective ministers, Madame Frédérique Vidal and Mr. Simon Harris, if they agreed to give you just one wish, unconditionally, just one wish, what would it be? So, Virginie, à vous. Donc, quel souhait? Oui, c'est ça. Quel souhait? Donc, tu peux redire quel souhait pour... Oui, si Frédérique Vidal venait voilà, vous proposer, voilà, disons, d'exaucer un de vos souhaits. Ah, tout de suite, là? Oui. Tout de suite, si elle pouvait exaucer un de mes souhaits. Magique. Eh bien, tout de suite, là, si elle pouvait exaucer un de mes souhaits, ça serait rouvrir les universités au mois de janvier. Ah. Wow. Et vous pensez que ce soit faisable? J'espère. Oui. C'est un souhait, je fais un souhait. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. C'est très réel et très visionnaire en même temps. Kirsten, what would your wish be if Simon Harris came and said, you know, anything at all, Kirsten, you can have it? What I would say to Minister Harris is strengthen university education and research to fulfill its potential for Ireland and for Europe and beyond. Ok, merci beaucoup. On finit en beauté. Je vais donc maintenant, enfin, bien sûr vous remercier, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Je vais donc passer la parole à notre ami Monsieur Marc Domin, attaché scientifique de l'ambassade de France en Irlande. Marc et sa collègue Mathilde Boakil, chargée de mission de coopération et responsable de Campus France en Irlande, ils ont déjà trié vos questions et donc on aura une petite quinzaine de minutes pour, voilà, pour poser des questions directement à nos deux présidentes. So over to you, Marc, et merci encore. Thanks, Grace, and thanks for many interesting elements that has been given to this this discussion by both presidents. We have many questions from the public, and I would say that some of them are just the public that would like to spend more time on some questions that have already been asked regarding supporting students and the quality of degrees, and so I think we won't have time to go any further into that. So one question will be the difference between public and private university and mixed one. And one of the person in the public was wondering, do the panelists see the governance of university and how do they respond to something significant in the way the university handled the pandemic and how they will organize in the future? Like we have two models between France and Ireland, and there are other models otherwise, other places. So what would be the feeling of the president on this question? Who's going to start? Kirsten, parce que moi, j'ai pas entendu toute la question en fait au début. Vas-y. The question, as I understand, concerns the governance of universities in terms of public and private endeavors. That has been a very long discussion in Europe and the OECD and elsewhere. I'm of the view that public universities continue to play an important part in order to support nurturing talent where it exists.
for education, to safeguard that education remains a common good, not to say a public good. I understand the development of private universities and the needs these fulfill, and I think we need to have a continued debate about the role of education, the right to education, and how that is being governed going forward. But I see a very important role for publicly funded universities. I'd like to stress that. Alors en France, c'est très différent parce que l'université, elle est publique. Il existe une université autrement plutôt confessionnelle, catholique, mais l'université, elle est publique. Donc le mode de fonctionnement est différent. Donc d'un point de vue des universités, en fait, la question se pose différemment entre l'université publique et l'université catholique. Et autrement, donc le système qui existe en France, c'est plutôt des écoles privées. Donc qui sont sous un modèle différent en fait de l'université. Alors bien évidemment, moi je défends fortement le modèle de l'université publique qui accueille tous les étudiants, quelles que soient en fait leurs conditions sociales. Et c'est aussi tout l'intérêt de l'enseignement supérieur public en France, où les droits d'inscription sont très faibles. Thanks a lot. If I may come up with two more questions, the first one will be the main benefit of a dual degree, for example, between France and Ireland, to enter the job market. And a second one, do you see a digital divide happening in rural France or Ireland, and how do you feel like you can help bring it, lower its impact? I start with the second question. I do see a digital divide in parts of rural Ireland. I know that digital divide is being tackled by the government's broadband plan, but it will take some time to roll that out. And in the meantime, I think the way we can support the access to quality broadband is by supporting accommodation on campus for students who encounter difficulty with access, by support schemes to enable students to have access to digital devices that are suitable for their learning, and it needs to be monitored going forward. The third element is the digital skills acquisition, and I think we have to do more to support that also, so that students can use the full breadth of digital applications to support their learning. And that, by the way, is also an issue for staff. So continuous professional development in that field, rethinking of pedagogies in the digital space and so on. There's quite a bit to do going forward and building on the learning of the past 9 months. Donc, si je réagis du coup sur cette même question, effectivement, sur le volet de la fracture numérique dans les zones rurales, c'est une réelle problématique, notamment effectivement dans les périodes où nous sommes confinés. Je dois dire qu'en tout cas, concernant mon université, on s'est aussi grandement amélioré en fait entre le premier et le deuxième confinement, puisque on s'est retrouvé brutalement confinés du jour au lendemain au printemps. On a accompagné donc les étudiants en leur on a fait des prêts d'ordinateurs. On leur a donné des cartes SIM ou des clés 4G pour leur permettre en fait de combler en fait cette difficulté, cette fracture numérique. Et puis à la rentrée universitaire, j'ai aussi écrit en prévision d'un futur confinement qui pouvait se représenter, et j'ai bien fait puisqu'on le revit. Eh bien, j'ai sollicité aussi donc toutes les communes qui acceptaient,
pour lesquels on avait plus de 5 inscrits à l'université. Je les ai sollicités pour leur demander si jamais on se retrouvait à nouveau en confiné et donc éloignés en fait des campus, est-ce qu'ils pourraient accueillir dans leurs locaux publics nos étudiants. Et donc, on a eu un certain nombre de réponses positives, hein, quelques-unes négatives en nous disant que, effectivement, les établissements publics étaient fermés. Donc, de même, ils ne pouvaient pas accueillir nos étudiants et d'autres, donc, qui leur mettent à disposition des espaces dans les médiathèques, des espaces dans les mairies, des espaces dans un certain nombre de lieux publics, de salles avec des ordinateurs, avec du Wi-Fi. Voilà, on a eu des réponses très intéressantes et ce qui nous a permis, effectivement, de faciliter donc l'accès au numérique pour des étudiants qui avaient certainement été beaucoup plus embêtés sur le premier confinement. Alors, je peux du coup continuer peut-être sur la deuxième en continuité. Alors, moi, je pense que de toute façon, tout ce qui concerne les doubles diplômes, à partir du moment où on arrive à obtenir un double diplôme franco-irlandais, forcément, c'est une valeur ajoutée et ça ne peut qu'aider lorsqu'on se trouve ensuite à la recherche d'un travail qui peut d'ailleurs être aussi bien en France qu'en Irlande avec une entreprise française, une entreprise irlandaise ou quelqu'un qui voudrait développer une entreprise française qui voudrait développer ses relations avec l'Irlande. Le fait d'avoir un double diplôme, c'est forcément une valeur ajoutée. I would fully support that. I'd forgotten the first part of the question. Yes, dual degrees are really great for students to be able to learn in different cultural environments and contexts and diversify their own knowledge horizons and competencies. But it's also great for staff to be involved in these programs to learn from each other in developing and delivering the program. So I think it's a win-win situation. Thank you very much. If we have a little more time, one more question. Do you think that volunteering, for example, in non-profits and sports and supporting jobs are sufficiently valued in students' curriculum? Could you repeat the question, please? Sorry. So do you think that volunteering in non-profit and sport and supporting jobs are adequately, appropriately valued in the curriculum? If I may start, I do think the University of Limerick values volunteering and working in and with communities greatly. We have the President's Volunteering Award. We just presented over 550 students with their awards for all their volunteering they've done this year. And it is part of their transcript when they leave the university. And we recognize the skills and the competencies they acquire through volunteering in very different contexts. Alors, si je parle de l'Université Bretagne Sud, nous aussi, on reconnaît l'engagement puisque les étudiants, dès la première année, ils ont la possibilité de faire ce qui s'appelle une unité d'enseignement d'ouverture, dont l'engagement, le bénévolat peut en faire partie. Mais probablement, effectivement, notamment sur tout ce qui est autour d'actions autour des ONG, on pourrait certainement en fait faire mieux, c'est sûr. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui sont engagés, qui sont dans des associations, qui ont des actions de solidarité, mais je pense qu'on pourrait certainement faire plus. Alors, Grace, je vois que le président de la région Bretagne nous a rejoint. Vous avez rejoint. Ah voilà, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous donne la parole. Bien, bonjour à tous et à toutes, ravi de participer à vos travaux. J'ai l'impression d'avoir une image très dégueulasse dans mon retour. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez, mais ce n'est pas très grave. Je suis ravi de vous retrouver. Merci de m'inviter pour
la conclusion de vos travaux. Moi, je suis toujours ravi de voir des collaborations se renforcer entre l'Irlande et la Bretagne. Pour l'anecdote, mon dernier voyage avant le confinement au mois de mars, c'était un voyage à Dublin. J'ai dû quitter Dublin 2 jours ou 3 jours avant l'interruption des vols entre les différents pays européens. Et ce contexte Brexit, forcément, est un accélérateur de relations entre nous, même si malheureusement, c'est aussi un drame. Un drame pour ceux qui aiment l'Europe, un drame pour ceux qui ont une passion pour la construction de relations entre l'ensemble de nos États membres. Mais le fait est là, le vote démocratique a eu lieu et il faut aller de l'avant. Et aujourd'hui, le point de ralliement finalement des deux côtés de la Manche entre l'Irlande et la Bretagne nous permettent de renforcer nos liens et de continuer leur relation, bien entendu, avec le Royaume-Uni, ce qui est quelque chose de très important pour l'avenir. Les 2 universités qui sont aujourd'hui rassemblées, que ce soit l'UBS ou l'University of Limerick, sont 2 universités qui ont vocation à travailler ensemble durablement et j'y mettrai toute mon énergie pour faire en sorte que nous puissions renforcer et accélérer les relations entre ces 2 universités qui permettent à notre jeunesse d'acquérir bien entendu des compétences pour préparer leur avenir, pour préparer leur capacité à tenir leur destin en main, mais aussi permettre des relations, des échanges avec des Bretons qui iront en Irlande et de jeunes Irlandais qui viendront en Bretagne. Je suis persuadé que c'est l'avenir. Il faut l'entretenir sur le long terme. Et Virginie Dupont sait qu'elle peut compter sur moi pour trouver des moyens lui permettant d'accélérer et de répondre aux attentes de nos amis irlandais. S'il y a un challenge à remporter, nous le remporterons ensemble. Dire aussi que, bien entendu, dans la période, j'ai conscience que pour vos étudiants en Irlande comme en Bretagne, c'est difficile. Nos jeunes vivent des moments très compliqués. Bien entendu, ils sont très agiles avec les outils numériques. Ça accélère certaines mutations, ça accélère certaines transitions, mais nous avons aussi des chocs très violents pour une partie des familles qui ne sont pas forcément équipées, pour une partie des familles qui vivent des pertes d'emploi ou qui décrochent dans cette période-là. Et je pense que dans tous les pays d'Europe, et donc en Irlande et donc en France, nous aurons à travailler là-dessus dans les années qui viennent. Et bien entendu, les universités ont à prendre leur part dans ces combats, en plus de tous ces combats pour l'apprentissage, les études, les enseignements qui sont au cœur de vos fonctions, de vos métiers, dans nos très beaux territoires. Donc encore une fois, ravi d'être parmi vous. Merci de m'avoir donné l'occasion de débattre et finalement de rééquilibrer un peu l'équilibre femmes-hommes au regard de la caméra, faire en sorte qu'il y ait un peu de parité dans ce débat. Au-delà de la boutade, merci encore d'être là et à votre disposition. Vive l'Europe et vive nos relations entre, encore une fois, l'Irlande et la Bretagne. Merci, Monsieur le Président. Grace. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces paroles très généreuses. Alors voilà, je voudrais pour terminer remercier très chaleureusement nos 2 formidables intervenantes, la présidente Virginie Dupont, la présidente Kirsten May, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Guérand et son équipe, Mariam Diallo, Marc Domain, Mathilde Bouakil, le président de la région Bretagne, Monsieur Loïc Chenet-Girard, ainsi que nos experts en technologie, Antoine Moreno et Julia Garrigue. Et je remercie également notre public pour votre présence, pour votre enthousiasme et pour vos questions. Et maintenant, je vous souhaite donc une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur le Président, aussi de la part de l'ambassadeur de France. Merci pour votre participation et à très bientôt. Et Monsieur l'ambassadeur, je vous présente toutes mes excuses. J'aurais dû vous saluer vraiment. Non. Moi-même, j'ai laissé Mariam Diallo officier et puis Mme Grace Neville, mais à très bientôt par téléphone pour parler d'échanges en général et universitaires en particulier. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre. Merci. C'était vraiment très bien, formidable. Merci encore. À la prochaine fois, j'espère. À bientôt en Irlande. À bientôt. Au revoir. Au revoir.